Bienvenue sur Ici Éco. Tout projet de loi sur la restructuration financière et le gap financier peut être considéré comme une tentative de briser l'impasse du dossier des dépôts. Toutefois, son succès sera avant tout mesuré à sa capacité à assurer la liquidité nécessaire à sa mise en œuvre. Une loi ne peut se limiter à une déclaration d'intention. Tout engagement de paiement doit être exécutable, adossé à des ressources clairement identifiées et à un calendrier réaliste. À défaut, sa mise en application risquerait de provoquer une nouvelle crise de confiance au lieu de constituer une issue de la crise actuelle. Selon le secrétaire général de l'Association des banques du Liban, Fadi Khalaf, les liquidités requises au cours des 4 premières années pour rembourser jusqu'à 100 000 dollars à l'ensemble des déposants dépasseraient les 20 milliards de dollars, d'après les estimations. Cette charge serait assumée conjointement par les banques et la Banque du Liban. Or, si la Banque du Liban décidait d'utiliser durablement les réserves obligatoires appartenant aux banques pour financer une partie de sa contribution durant cette période, une démarche considérée comme contraire à la loi, la majorité des banques, voire la totalité, ne disposerait pas des liquidités suffisantes pour faire face aux exigences de cette phase. Le risque majeur réside dans l'incapacité à honorer les promesses formulées, d'autant qu'aucun plan clair n'a encore été présenté pour traiter la situation des déposants dans les banques qui ne pourront pas poursuivre leur activité. Le véritable danger est donc la confusion entre les promesses théoriques et les capacités réelles. Dès lors, un test de résistance de liquidité, l'Equity Stress Test, s'impose comme une condition indispensable pour évaluer les capacités effectives avant toute fixation de plafond ou d'échéancier. Celui qui définit le cadre de la solution ne doit pas accorder aux déposants des engagements qu'ils ne seraient pas en mesure de respecter. Durant cet épisode, nous poursuivons avec le président du syndicat des importateurs de produits alimentaires, Hani Borsali, les dossiers de la sécurité alimentaire et des chaînes d'approvisionnement dans un contexte de bouleversement géopolitique accéléré dans la région. La discussion portera également sur la crise des conteneurs au port de Beyrouth et sur l'évolution des prix des denrées alimentaires à quelques jours du début du mois de Ramadan et de la période de jeûne. Nous commençons, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Hani Bonjour Barsalé. Maurice. Donc voilà, nous commençons par le dossier du port de Beyrouth. Que se passe-t-il actuellement au port? Ce n'est pas, Notamment en ce qui concerne le système d'inspection, etc. ce n'est pas nouveau en fait. C'est une chose, c'est un problème qui se répète Mhm, chaque fois. Et dans chaque instance, il y a un problème. Il faut savoir que le processus du dédouanement des marchandises dépend de cinq euh, services majeurs. Il y a la douane, il y a le port de Beyrouth, donc donc le port de Beyrouth, mhm, il y a l'opérateur qui est CMA-CGM, il y a les forces de sécurité et il y a les inspecteurs des ministères mhm, qui doivent descendre pour prendre les échantillons pour les analyses. Donc c'est une chaîne. Et là où il y a un maillon qui manque, toute la chaîne se brise. mhm, Et c'est ce qui se passe. À chaque instance, il y a un problème. Depuis 2 mois, on avait le problème pour les douanes quand le système informatique avait des problèmes. mhm. On Donc, parle ici de Kama, de Najem, oui, etc. Kama et Donajam. La plupart des problèmes se font quand le secteur public est en grève et donc les inspecteurs des ministères, et notamment le ministère de l'économie, de l'agriculture et de la santé, ne descendent pas Mhm, régulièrement, je dis régulièrement parce qu'ils descendent, mais pas tous les jours, mhm, pour prendre les échantillons. Et ça, c'est un problème majeur, parce que ce n'est pas aussi facile mhm, de, euh, de synchroniser toutes les opérations. Parce que au départ, les conteneurs viennent dans une baie. Ce n'est pas la baie dans laquelle les inspecteurs doivent venir pour inspecter. Il faut faire une demande pour qu'un conteneur en particulier soit transporté de cette baie
à la baie d'inspection. Et c'est la tâche de l'opérateur de Mhm. faire ça. Généralement, ça prend 24 heures. Et puis, l'inspecteur doit venir le jour même, donc le lendemain, pour prendre les échantillons Mhm. et le conteneur va être retourné à la baie générale. Si jamais cet inspecteur ne vient pas ce jour-là, l'opérateur ne peut pas laisser le conteneur autant qu'il veut. Il y a 1 ou 2 jours et il doit revenir. Donc si jamais il y a une grève, même si nous faisons tout ce qu'il faut pour que les conteneurs soient là, si l'inspecteur ne vient pas, Mhm. le conteneur va revenir et on doit reprendre le procédé au Mais départ. Et ça actuellement, coûte. est-ce que les procédures liées à la sortie des marchandises ont été débloquées? Non. Euh, Vous savez, ce n'est pas un problème qui est lié au port. Mhm. Parce que chaque fois que nous parlons de ce problème, et il y a toujours des remarques, que ce soit de la direction du port ou bien que c'est des Mhm. douanes. Parce qu'en fin de compte, les gens peuvent confondre où est la responsabilité. Dans le cas actuel, parce que Mhm. je dois être très précis, dans le cas actuel, c'est un problème qui est relatif à tout le secteur public. Ce n'est pas seulement les inspecteurs des ministères qui sont... et vous voyez les communiqués qui s'annoncent Mhm. presque chaque semaine. Et cette grève euh, dure depuis 2 ou 3 semaines. Donc il y a des efforts qui se font à travers la direction Mhm. générale du ministère pour que les inspecteurs descendent 1 jour ou 2 pour finaliser Mais Hani, qu'en est-il des produits alimentaires présents sur le site du port? Euh, actuellement, je n'ai pas, j'aurais dû, mais je n'ai pas demandé hier quelle est Mhm. la quantité qui est Mais actuellement. grosso en général. Mais en général, j'ai levé Mhm. ce sujet en décembre quand les produits étaient en préparation pour Noël et pour le Nouvel An. Mhm. On a le même problème qui se pose actuellement et aujourd'hui pour les produits qui sont venus pour le Ramadan et pour le jeûne chrétien aussi. Mhm. Parce qu'il Mhm. y a aussi, la saison de Pâques est une saison aussi où il y a des produits spécifiques qui viennent pour Pâques. Mhm. Donc, et pour le Ramadan aussi. Donc, pour le Ramadan, c'est plus grand, c'est beaucoup de produits parce qu'il y a la table du Ramadan où il y a beaucoup de produits. Mais, Il faut mais donc, aussi. Non, non, mais il y a aussi une oui. autre. Le Ramadan, c'est une période de donation. Mhm. Il y a beaucoup d'institutions caritatives qui achètent des produits pour les distribuer. Et ce n'est pas seulement pour des institutions musulmanes, il y a Mhm. même des institutions chrétiennes qui le Chrétienne. font. Mais les propriétaires de ces containers, vous me dites qu'ils n'ont pas pu jusqu'à présent Non, déplacer il faut bien. et Non, non, transférer ces non, produits vers les entrepôts. il y a des placements, Mhm. mais il y a beaucoup de conteneurs qui sont toujours au port. Mhm. Parce que, À quel coût? voilà, je vais vous dire, mais avant tout, il faut dire que pour nous, la saison du Ramadan se débute 1 mois avant le Ramadan, parce que les Certainement. marchandises doivent être Mhm. dans nos entrepôts avant la période, parce que c'est à ce moment que, si jamais Pour on préparer est, la distribution. oui, si jamais on est en retard, le produit n'est plus Mhm. à court. Mhm. Quel est le coût? Le coût est assez important parce que premièrement, il faut toujours rappeler tout le monde que nous travaillons, nous payons nos frais par jour ouvrable, non, par jour calendrier, alors que l'État euh, travaille par jour ouvrable. Donc généralement les samedis et les dimanches, les jours fériés et les jours de grève, nous payons nos taxes et nous payons Mhm. l'entreposage dans le port de Beyrouth Mhm. et les demurrage, donc tout ce qui est retard de la réception des conteneurs, alors que l'État ne travaille que du lundi au vendredi, si Mhm. jamais il y a un travail complet. Et Et- il faut compter au moins, ça dépend du conteneur et du produit, entre 70 et 200 dollars par jour et par conteneur. Mhm. Ça dépend, c'est un conteneur réfrigéré, c'est un conteneur dry, ça dépend, c'est un 20 pieds, un 40 pieds, et ça dépend aussi des compagnies maritimes, parce Mhm. que chaque compagnie maritime a aussi son... Mais il faut tabler généralement entre 70 et 200 dollars, et même plus parfois,
par conteneur et par jour. Donc, vous avez une cargaison de riz, par exemple. Le riz n'est pas un produit qui est très cher. Et si vous payez, je ne sais pas moi, $100 par jour, sur 10 jours, c'est $1000, ça peut arriver jusqu'à 10% du coût de Du la coup. marchandise. Mais existe-t-il un risque réel de crise d'approvisionnement alimentaire? Non, 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 j'ai bien spécifié qu'on n'a pas Hmm. de crise, Donc vous êtes prêt à de couvrir toute la pénurie. demande. Vous êtes prêt à couvrir toute la demande du marché Vous durant savez, le Ramadan premièrement, on et n'a même pas le eu de jeûne chrétien crise d'approvisionnement et même durant la guerre. durant la guerre. Donc, je ne vois pas une Hmm. crise d'approvisionnement. Ce que je trouve, c'est premièrement quelques pénuries, mais ce qui me concerne, c'est plutôt les coûts, parce que Hmm. tout le monde Ah, c'est se ça. plaint de la hausse des Hmm. prix, Hmm. et j'aimerais bien discuter ce Certainement. sujet Hmm. d'une façon plus profonde. Certainement. La question des prix demeure centrale pour les citoyens qui se plaignent de la hausse continue du coût de la vie en Ça, c'est vrai. général. Ça, c'est vrai. Mais expliquez-nous, euh, euh, quelles sont les marges de variation possibles compte tenu de les fluctuations des prix mondiaux de certaines matières premières, produits premiers, etc., donc matières premières alimentaires. Il faut premièrement préciser que l'inflation des prix, que ce soit au Liban ou bien mondial, n'est pas causée uniquement par les produits Mm, alimentaires. Parce que les produits alimentaires sont un produit de consommation journalière, euh, le, le- le discours se fait que bon, c'est les produits alimentaires qui sont en hausse. mm, Non, ce n'est pas vrai. Bon, il y a eu des hausses qui sont dues à il y a toujours des raisons internationales. Il y a dans la zone euro, il y a l'euro qui a augmenté de 105 à 130, à mm, 120, et puis on est à 118 maintenant. Donc c'est une hausse de 10%. Il y a quelques produits qui ont eu des problèmes agroalimentaires internationaux, mais ce n'est pas ces produits qui vont faire l'inflation mhm, mhm, mondiale, l'inflation globale. Si vous revenez la seule dynamique qu'on peut voir, c'est le Consumer Price Index mm, qui est publié sur le website du ministère et qui vous montre le taux d'inflation des produits. Et là, il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur alimentaire, mais il y a aussi l'éducation, il y a le médical, il y a le transport, il y a l'hébergement et tout ça, il y a les écoles, j'ai mm, dû mm, l'éducation. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont augmenté. Et si vous voyez tout ça, vous allez voir que les produits alimentaires c'est le secteur qui a augmenté le moins. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui ont augmenté. C'est pourquoi nous avons toujours cette phase d'inflation générale mm. qui table à ce que tout le monde va augmenter ses prix, même dans les services. Il Et- faut toujours aussi spécifier parce qu'il y a les produits et les services. Pour nous, comme consommateurs, comme importateurs ou mm, bien comme mm, producteurs, quand un produit euh, augmente ou baisse, parce qu'il y a des produits qui baissent aussi, si jamais, par exemple, une boîte de thon augmente de 5%, si elle est vendue à $1, elle va être vendue à $1,05. Alors que dans les services, et on le vit chaque jour, si jamais quelqu'un vend un service à $10, le lendemain, il ne va pas le vendre à $10,05. Il va mm. le vendre à $15. Je donne toujours l'exemple, mais il ne faut pas vraiment être précis. Par exemple, vous allez chez le coiffeur, vous faites une coupe de cheveux, vous payez $10. Le lendemain, ce n'est pas $11, c'est 15. Mhm. Il faut savoir Mais qu'entre 10 et 15, donc, c'est 50%. c'est clair. Mais comment l'inflation importée aussi se répercute-t-elle sur les prix des biens vendus au Liban? Il y a une hausse Mm, qui peut se répercuter sur un pourcentage qui est plutôt pas élevé. Donc, je dis toujours une marge de 2 à 5%. mm. On m'a demandé si les prix en euros vont C'est ça. augmenter. En fait, On va en parler. les hausses des produits en euros ont augmenté l'année passée parce Mm, que c'était en début 2025
que l'euro était à un Mhm. prix assez bas qui était à Juste, 1,05. juste pour dire, si vous permettez, que dans un pays comme le Liban, qui importe près de 80% de ses biens de consommation, les prix sont mécaniquement affectés par des facteurs externes, notamment la hausse des principales devises étrangères, parmi lesquelles l'euro. Environ 34% des importations libanaises proviennent Ça, c'est vrai. du continent Ça, c'est européen. vrai. Parmi les principaux produits alimentaires importés figurent les produits laitiers, les fromages, les boissons, certaines conserves, les pâtes, les riz, etc. Mais voilà. Comment la hausse de l'euro se répercute-t-elle sur les prix des Je produits dis que alimentaires? la hausse de l'euro a été répercutée l'année passée. Donc, la hausse On parle actuelle, ici du taux de change de l'euro, oui, certainement. la hausse actuelle, donc l'euro depuis, je ne sais pas, depuis peut-être août passé, n'a pas beaucoup fluctué. Donc, on est dans une marge de 1,15 à 1,20. On est toujours dans cette marge. Donc, je Mhm, ne vois pas une hausse importante des mhm, produits venant de la zone euro actuellement. La hausse a déjà été faite l'année passée. Euh, Ce que je peux dire aussi, c'est que toute cette inflation des prix euh, n'est pas due principalement mhm, au taux de change ou bien au prix des denrées alimentaires mhm, et à l'import. Et il faut préciser aussi que même si on était un pays producteur, comme beaucoup de pays, même dans la production, la plupart des matières premières sont importées. mhm, Il y a des pays qui sont self-sufficient, qui peuvent mhm, produire leur en général, même si c'est un pays, si c'est un pays qui est hautement industrialisé, il doit aussi euh, euh, être dépendant des importations des matières premières. Et je mhm. parle du pays comme par exemple l'Égypte. L'Égypte a une grande production, par exemple, d'huile, il y a une grande production de conserves, mais en général, c'est des produits qui sont importés. Mhm. Donc, si vous avez, il faut toujours parler du plastique, du carton, de l'encre, du métal et des produits, par exemple, pour les huiles, l'Égypte ne produit pas son huile de tournesol ou Mhm. bien sa huile de palme. C'est des produits Mhm. importés. Donc, c'est clair qu'une confusion persiste chez les citoyens qui associent l'inflation exclusivement aux produits alimentaires. Or, les données mensuelles, comme Hani Barsali vient de mentionner, ces données mensuelles et les indices des prix montrent que les hausses et les baisses concernent l'ensemble des secteurs et que l'alimentation n'est pas le principal contributeur à Exactement. l'inflation globale. D'autres secteurs tels que l'éducation, les loyers et les carburants exercent un impact plus C'est significatif. vrai. Euh, Quelles sont vos prévisions concernant le prix du panier alimentaire de base pendant le Ramadan et la Écoutez, période de jeûne chrétien? dans le panier du Ramadan, il faut aussi spécifier que il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques au Ramadan. La table du Ramadan est Mhm, une table où on a des produits en priorité des produits frais. Donc, c'est des salades, du fattoush, mhm, une soupe et des produits frais. Donc, de la viande, du poulet. Ce n'est pas les produits alimentaires que nous mhm, consommons chaque jour, mhm, comme les conserves, ou bien il y a peut-être le riz, mais généralement, la table du Ramadan, c'est une table de produits frais. Et la dynamique des produits frais est différente de la dynamique des produits importés que nous importons dans notre. mhm, Donc ce n'est pas les chocolats, ce n'est pas les jus, ce n'est pas. Ils sont toujours dans mhm, cette table, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Donc dans ce qui est fruits et légumes, c'est une autre dynamique dans laquelle c'est un produit frais, donc qui est produit en général local, et les prix de ces produits dépendent de l'offre et la demande du jour même. C'est pourquoi on se plaint toujours que les prix des fruits et des légumes augmentent ce qui est toujours vrai, parce que c'est un produit qui est produit donc il y a un terrain, et vous avez dans un village, c'est quelqu'un qui produit, je ne sais pas, des concombres. Il a cette capacité par jour. Donc s'il peut amener, je dis n'importe quoi, 100 cartons de concombres par jour, et que la demande
au Ramadan est de 400 cartons, Mm. il y a toujours cette Donc, c'est différence. le rapport offre-demande aussi. Donc ça, c'est une chose c'est une dynamique Mhm. où la hausse des prix des produits frais est une hausse normale. Ce n'est pas une hausse. C'est clair. Oui. Mais quelle est l'importance aussi pour les importateurs libanais de diversifier les sources d'approvisionnement alimentaire et les pays d'origine? Écoutez, c'est un sujet qu'on a toujours discuté depuis 2019, Mhm. au début de la crise, où les produits d'une certaine origine, par exemple d'Europe, sont devenus Mhm. très chers pour le consommateur libanais Mhm. qui a souffert de la baisse de son pouvoir d'achat. Il y a toujours des substitutions et ces substitutions ont déjà été faites. C'est pourquoi nous voyons actuellement qu'il y a une croissance des produits Mhm. importés, de produits comme l'Égypte, la Turquie et la Chine, vis-à-vis des produits qui étaient importés des USA, de l'Europe et de l'Australie. Mhm. On a vu ça par exemple dans le riz. On a importé une grande partie de notre riz de l'Italie, donc le riz italien qui était connu, alors qu'actuellement, on importe plus de riz de la Chine, du Pakistan, de l'Inde et Mhm. de l'Égypte. L'Égypte, pas beaucoup, mais en tout cas. Donc il y a eu substitution déjà, mais il y a des produits qui ne sont pas substituables. Si vous avez un fromage français, vous n'avez pas substitué Mhm. un fromage français par un fromage turc. Mhm. Il y a substitution, mais ce Mhm. n'est pas le même C'est produit. clair. Il y a d'autres produits, les conserves par exemple, sont substituables. Il y a une partie du petit pois par exemple qui venait d'Europe. Il ne vient plus d'Europe, il vient de la Thaïlande, il vient de la Chine. Ça ne veut pas dire que c'est des produits de moindre qualité. Mhm. Non, il faut vraiment C'est clair. préciser que dans la plupart Mhm. de ces produits de base, les origines extrêmement orientales sont des produits de très bonne qualité. C'est clair. Nous allons passer à un autre dossier, le dossier du budget adopté pour l'année 2026, ainsi que les mesures financières qui l'accompagnent, en plus de certaines lois fiscales actuellement à l'étude. Parmi celles-ci figure notamment l'imposition d'une taxe additionnelle de 17% sur les opérations de change des entreprises commerciales, ainsi que la poursuite judiciaire de ces entreprises pour des accusations de contrebande et de blanchiment d'argent, sans distinction entre les individus ayant spéculé sur la livre libanaise ou bien à des fins personnelles et les commerçants légitimes qui ont utilisé la plateforme Sairafa non pas pour le profit, mais pour importer ou produire des biens vendus à des prix subventionnés. Exactement. Hani Barsaleh, considérez-vous que le secteur privé libanais légal subit des pressions financières et judiciaires parmi les plus sévères sous couvert de Absolument. la collecte fiscale de l'État, Absolument. tandis que l'économie informelle prospère sans contrôle? Absolument. Absolument. Les mesures que l'État est en train de faire pour supposer euh, euh, mettre l'État dans la bonne direction font actuellement l'effet contraire. Hmm. Parce que les gens, par exemple, les commerçants qui vont être taxés sur Sayrafa sont les gens qui ont déclaré qu'ils ont fait Sayrafa, alors que le système Sayrafa se faisait parfois par des individuels Hmm. et parfois avec des noms fictifs ou bien au nom d'autres personnes qui ne sont pas qui ne sont pas taxables. Déjà à la base, nous avons tous une Hmm. objection sur le concept de la taxe rétroactive. Hmm. C'est ça. Parce qu'à la base, Sairafa a été faite selon une certaine loi. Hmm. Et l'investisseur ou le Une commerçant, circulaire, une loi, oui, donc a fait a travaillé sur le système selon des lois hmm. précises. Et Sairafa c'était facultatif en Hmm. fait. Donc on n'était pas obligé de le faire. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais Euh, légal. mais légal. Donc, mais en tout cas, le commerçant ou bien le businessman va voir si ce système Hmm. lui rentabilise quelque chose ou non. Donc, il a été fait sur une base financière, sur une base monétaire. Et je n'arrive pas à comprendre comment Mais vous dites quoi à l'État. propos de ce concept de rétroactivité? Je ne le comprends pas. Hmm. Je ne le comprends pas. Il y a eu toujours des études légales et on n'a jamais lu une étude légale qui prouve que le rétroactif
et légal au départ. Mais l'État le fait toujours. Donc, ce n'est pas moi qui va décider ou bien qui va juger sur cette chose. Mais comment peut-on rendre justice aux commerçants légitimes face aux fraudeurs, Ce n'est pas notamment en seulement... ce qui concerne l'application rétroactive de ce type de taxe? Écoutez, j'ai eu beaucoup de contacts de plusieurs commerçants qui sont des amis, que ce soit des collègues dans le secteur. Et on a tous été obligés, entre deux guillemets, de payer cette taxe juste pour échapper aux problèmes qui peuvent être posés. Donc, vous savez, le secteur légal est un secteur qui est vraiment mis en... il est vraiment emprisonné dans un système, alors que tous les gens, parce que je ne dirais pas les commerçants, tous les gens qui ont travaillé Sayrafa avec une fraude ne sont pas touchés par cette chose. Ce que je peux savoir, c'est que ce soit dans le secteur Sayrafa ou bien dans le secteur des subsides alimentaires qui ont vraiment ruiné l'État. Il faut savoir, il faut que tout le monde sache que la Banque centrale et les ministères, spécialement le ministère de l'économie et du commerce, savent au nom qui a profité de ces produits, qui a pris les subsides les plus grands et où ces subsides ont été distribués. Parce que légalement, le commerçant était obligé, dans la loi, de déclarer à qui il a vendu et à quel prix. Donc, je ne vais pas dire que c'est facile de tracer les choses, mais à la base, la loi a été faite avec une certaine traçabilité. Donc, pour venir à vraiment viser seulement une partie des petits commerçants, alors que là où on avait vu à la télé les convois de camions qui passaient par la bordure, et c'est là où, dans la, si vous voulez, dans la 80-20 rule, dans la loi des 80 à 20%, vous savez où 80% des fuites ont été faites par 20% des gens. Hani Barsaleh, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci pour. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.